Merci Eric. Bonjour à tous et bienvenue à cette soirée. Oui, ça marche. Ça marche. Bienvenue à cette soirée autour de la transition énergétique. Bonjour à Maxime Combe et aux trois témoins qui vont être avec nous ce soir, Didier Jomain, Daniel Verneret et Laurence Boubet. Je les présenterai plus précisément tout à l'heure. Maxime, vous êtes économiste de formation, engagé depuis la fin des années 90 dans le mouvement altermondialiste à travers Attaque France, notamment. Vous avez créé un blog, Sortons de l'âge des fossiles, qui est le titre du livre que vous avez écrit, et vous êtes aussi co-auteur de La nature n'a pas de prix, les naufragés du libre-échange, de l'OMC à TAFTA, Crime climatique stop et Le climat est notre affaire. Dans votre blog sur Mediapart, vous dites « Les entrailles de la Terre contiennent suffisamment de pétrole, de gaz et de charbon pour déclencher le chaos climatique. Prendre au sérieux le réchauffement climatique implique de laisser dans le sol la majorité des réserves d'énergie fossile connues. Pour survivre, nous sommes donc condamnés à apprendre à vivre sans brûler des énergies fossiles qui sont, dites-vous, dangereusement surabondantes. Vous nous expliquez que ceux qui pensent que les marchés, la finance ou les technosciences vont sauver le climat nous détournent de l'essentiel. Si vous saisissez transition énergétique dans Google ou dans Quant, c'est vous qui êtes saisi par l'avalanche d'entrées possibles, même si vous avez eu la précaution de taper moins d'une semaine dans la date. Colloques, conférences, expositions, c'est le sujet du moment. Et pourtant, à part l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, dont la raison ne nous apparaît pas clairement, les taxes qui s'ajoutent et se rajoutent, et la floraison de quelques champs d'éoliennes controversés, le consommateur ne voit pas de changement clair dans son approvisionnement d'énergie. Maxime Combe, si vous pouvez nous expliquer tout ça. Celui-ci, c'est mieux. C'est pour changer ça. Okay. Bonsoir à tout le monde. Merci pour l'invitation et en espérant que la discussion, la présentation apporte des éléments à cette vaste question de où est la transition énergétique. Effectivement, elle est partout, elle est dans tous les types des médias, mais globalement, quand on aime les stats, quand on est économiste, quand on regarde le mix énergétique mondial, la transition énergétique, elle est quasiment invisible. Et je vais y revenir. J'étais venu ici il y a 3 ans, juste avant la COP21, pour faire une présentation, je pense, sur l'urgence climatique. Et globalement, ce que je vais raconter ce soir est le pendant de ce qui avait pu être présenté il y a 3 ans et qui finalement est assez similaire. C'est-à-dire que la situation dans laquelle nous étions il y a 3 ans a relativement peu bougé 3 ans après. Et c'est peut-être l'élément le plus frappant après la COP21, après l'accord de Paris, après le marathon de ratification de l'accord de Paris qui nous a tenu en haleine pendant 1 an et demi, toute une série de déclarations de grands chefs d'État, d'hommes politiques, de décideurs économiques également, de PDG de multinationales, disant que désormais elles étaient toutes engagées, presque toutes, dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et nous observons 3 ans plus tard que les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse à l'échelle mondiale, sérieusement en 2017, que c'est le cas également au sein de l'Union européenne, et y compris en France, où les émissions sont reparties à la hausse de 3,2%. Donc la France, qui se présentait comme le bon élève, est aujourd'hui un des plus mauvais élèves. Et finalement, une façon assez simple de transcrire ce qu'il se passe au niveau international, et de prendre l'ensemble des États, tous, comme une classe de cancres. Et donc effectivement, suivant les moments, vous avez des cancres qui sont peut-être un peu moins bons que les autres. Mais même le meilleur des cancres dans une classe de cancres reste un cancre. Et donc du coup, tous les titres honorifiques ou toutes les déclarations qui ont pu être faites, notamment autour d'Emmanuel Macron, disant qu'il était devenu le champion de la Terre ou le champion du climat, c'est un titre honorifique qui lui a été décerné par l'ONU, ceci est grandement exagéré au regard de la situation dans laquelle nous sommes. Je vais essayer de ne pas vous assommer de données, mais voilà, moi je fais des stats, je suis économiste, et donc les données à un moment donné c'est ce qui parle. Alors peut-être pas
pour tous les gens dans la salle, mais pour moi, c'est ce qui me permet d'appréhender la réalité dans laquelle nous sommes. Juste avant la COP21, on avait calculé qu'on a essayé de regarder combien aujourd'hui était investi dans les énergies fossiles et combien était investi dans les énergies renouvelables. Et juste avant la COP, on était, je vais le faire, on va dire, c'est schématique, c'est pas les vraies données, je le fais de mémoire. Nous avions, quand 1 euro était investi dans les énergies renouvelables, 3 étaient investis dans les énergies fossiles. Et grosso modo, on était sur du 250 milliards de dollars pour 750 milliards de dollars. Et un Américain avait appelé ça le ratio espoir-déluge, pour signifier que quand vous investissez 1 euro dans l'espoir, dans la transition énergétique, dans les énergies renouvelables à l'échelle mondiale, il y en avait 3 d'investis dans les énergies fossiles. Donc nous sommes 4 ans après, maintenant 2019, et ce même ratio peut être observé. Est-ce qu'il a évolué de façon extrêmement forte ou pas? Et il se trouve que l'année qu'il avait effectivement évolué dans le bon sens, et que là il est reparti dans le mauvais sens. On est aujourd'hui, ça s'est légèrement amélioré, on n'est plus que de 1 à 2,5, 2,6 ou 2,7. Donc vous voyez, là où on investissait 750 milliards de dollars dans les énergies fossiles, en gros on n'est plus qu'à 700 milliards de dollars. Mais on a guère augmenté les niveaux d'investissement à l'échelle mondiale dans les énergies renouvelables. Alors ce chiffre-là, il faut faire attention, parce que le prix également des énergies renouvelables a fortement baissé, et donc quand bien même on investit le même montant d'énergie renouvelable, on peut en installer plus. Mais globalement, on en est là. Et ça, c'est le ratio, donc espoir-déluge, aujourd'hui, n'a pas été inversé. Alors qu'il ne faudrait pas simplement l'inverser, mais il faudrait que les 750 milliards qui vont dans les énergies fossiles soient effectivement réduits rapidement et extrêmement fortement pour plutôt tendre vers zéro. Et que donc du coup on soit effectivement aujourd'hui plutôt à l'échelle internationale sur des investissements exclusivement dans les énergies renouvelables. Pourquoi je dis ça et pourquoi ce zéro est très important? C'est parce que si on prend au sérieux l'objectif des 3 degrés, oui, on est en train de le prendre au sérieux puisque c'est au moins ce vers quoi on se dirige. Si on prend au sérieux les objectifs qui ont été fixés par l'accord de Paris, et notamment le 2 degrés de réchauffement maximum ou 1,5 degré si on peut y arriver, eh bien on sait calculer un équivalent de cela en termes de quantité maximale, ça a été évoqué, d'énergie fossile qu'il faut exploiter. Et grosso modo, cette quantité maximale d'énergie fossile qu'il faut exploiter pour rester en deçà de 2 degrés ou d'1,5 degré, je vais vous montrer ça sur des graphiques, implique qu'il faut laisser 80% des réserves que nous avons déjà découvertes dans le sol. Donc ce que nous avons déjà découvert, ce qui est déjà planifié comme devant être exploité dans les années à venir, par les multinationales du pétrole, par les États pétroliers, eh bien il faudrait le laisser dans le sol. Et donc vous comprenez bien que si nous avons déjà découvert plus que ce que nous avons légitimement le droit ou l'autorisation de forer et d'exploiter, à quoi bon investir encore plus pour explorer ou lancer l'exploitation de champs pétroliers, gaziers ou charbonniers supplémentaires? Et c'est pour ça qu'on arrive à ce chiffre de 0, qui consiste à dire qu'à très court terme, si on est sérieux sur le plan du réchauffement climatique, c'est 0 € qu'il faut continuer à investir dans les énergies fossiles. Et ceci a des implications extrêmement fortes. Là, vous êtes en train de peut-être vous dire, mais on était venu pour une discussion sur les énergies renouvelables, la transition énergétique, il nous parle de réchauffement climatique et énergie fossile. Mais c'est absolument lié quand on prend ces grandes données internationales. C'est-à-dire que si vous réduisez à 0 les investissements dans les énergies fossiles, vous passez de 750 à 0, eh bien vous avez 750 milliards de dollars potentiellement disponibles à l'échelle internationale pour investir dans la transition énergétique. Et il faut passer par ce 0 pour se rendre compte que les sources de financement de la transition énergétique, en fait, elles sont déjà là. Elles sont juste mal utilisées. Et elles sont très mal investies. Et ceci donc doit nous amener à réfléchir non pas simplement sur le développement des énergies renouvelables, mais à penser comment on fait basculer ces milliards de dollars d'un secteur à un autre. Et la transition, c'est bien ce double mouvement dont on a besoin. Ce n'est pas simplement le développement
d'opérations d'énergie renouvelable, et on y reviendra, c'est très important, mais c'est également, à un moment donné, de tarir la source. L'analogie la plus simple, c'est quand vous êtes dans une baignoire pleine, vous avez beau dire que vous allez ressortir un peu d'eau et la mettre dans une bassine, si vous avez votre robinet qui coule à flot, à un moment donné, vous voyez bien que c'est intenable. Ou quand vous êtes devant votre cuisinière et que votre casserole bout, il y a deux façons de réagir. Appeler tout le quartier et dire on va faire une assemblée générale, une COP 24, 25, 26, pour discuter comment on essaye de tenir le couvercle sur la casserole, ou à un moment donné, on coupe le feu. Mais c'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui en matière de transition énergétique. Et on peut le montrer sur des graphiques assez simples. Je vous passe tout ça, ça c'est pas très important. Et quand on prend les grands objectifs qui ont été fixés. Donc là vous avez à gauche, alors ça date un peu. Je voudrais éteindre un peu. Moi ça je sais pas faire. Moi je viens, je parle, j'ai pas le plan électrique de la maison. Donc vous avez à gauche le mix énergétique mondial. Alors ce graphique il date un peu puisqu'on est plutôt sur avant 2015, mais globalement je vous disais que ça a peu bougé. Donc vous avez à gauche aujourd'hui ce que représente le mix énergétique mondial. On est à l'échelle mondiale. Et donc vous voyez bien que les énergies fossiles représentent l'essentiel de notre mix énergétique mondial. Et que les énergies renouvelables, on y reviendra, c'est la toute petite partie en haut. Assez peu développée, assez peu visible. En tout cas, dans les grandes masses du mix énergétique mondial, ça ne pèse pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe sur les territoires, c'est très important, c'est très utile, ça permet plein de choses, mais dans les grandes masses, ça n'existe pas. Et vous avez en 2035 ou 2045, alors oubliez les 50% ou les 80%, considérez que c'est un graphique qui en gros donne l'orientation du mix énergétique mondial tel qu'il doit se développer, c'est sous-évalué par rapport à la réalité de là où il faudrait aller. Je dis tout ça, et en gros, il faut être encore plus rapide et avec des objectifs plus ambitieux. Et vous avez deux éléments très importants à voir dans cette transition, et donc on a bien le passage, la transition, c'est ce passage d'un point A à un point B, avec un cheminement qui n'est pas nécessairement défini, ni en physique, la transition en physique ou en chimie, c'est pas nécessairement défini, et sur la question des énergies renouvelables et de la transition énergétique, c'est pareil, on ne sait pas vraiment comment ça passe, mais on est capable de dresser des scénarios, des courbes, qui donnent à voir les grandes masses, comment elles doivent évoluer. Et donc, vous avez deux éléments à prendre en compte qui sont extrêmement importants. C'est effectivement, en 2035 ou 2050, on a un déploiement massif des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'en 2050, si on est au sérieux, on prend les choses au sérieux, en gros, la masse d'énergie renouvelable est quasiment équivalente à la masse d'énergie fossile qu'on a aujourd'hui, donc en termes de production d'énergie. Donc c'est juste gigantesque, le saut qu'il faut effectuer. Mais la deuxième chose que vous devez noter, c'est que la quantité totale d'énergie produite est moins importante en 2050 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça, globalement, tous les scénarios de transition énergétique que nous avons montrent la même réalité au niveau international, au niveau européen, au niveau national. Si on est sérieux du point de vue de la lutte contre les dérèglements climatiques, des impératifs écologiques, la transition énergétique qu'on doit mettre en œuvre, elle commence par moins consommer. Et donc, nécessairement, la moindre consommation, elle pose toute une série de questions. Qui, comment, par où on commence, qui supporte l'effort, qui peut financer pour aider. Et là, vous voyez qu'on est tout de suite dans tous les débats qui nous ont animés ces derniers mois, y compris sur la taxe carbone, la question et le mouvement des Gilets jaunes, et on y reviendra. Mais c'est très important d'avoir ça en tête. Et ça a été traduit, par exemple, en France, dans toute une série de scénarios de transition énergétique, par le fait que la première des choses à faire, c'est réduire notre consommation. C'est que le watt d'énergie supplémentaire, en fait, il faut qu'il soit il faut le soustraire. Il faut arrêter de faire croître notre quantité globale d'énergie disponible, il faut la diminuer. Alors, je vais faire une incise là,
pour après revenir sur la suite de ces grandes lignes-là. Je vais faire une incise pour regarder ce que nous avons dans l'histoire de l'humanité. Puisque l'humanité a déjà été confrontée à des transitions énergétiques. Pas des scénarios de transition énergétique, mais des transitions énergétiques. On est passé de différents modes de production d'énergie, d'abord simplement ce que nous étions capables de produire, après d'utiliser de l'éolien ou de la force motrice des ruisseaux, des chevaux, donc ou animal d'une manière générale, et on a un basculement avec le développement des énergies fossiles, et notamment le charbon. Globalement, quand on regarde ça, et vous pouvez aller lire des travaux d'historiens qui ont vraiment bossé sérieusement sur la question, ce qui n'est pas mon cas, je suis simplement en train d'utiliser leurs résultats, des historiens comme Jean-Baptiste Fressoz, des historiens, je peux vous donner d'autres noms, Timothy Mitchell, et quelques autres, tous édités en France avec des bouquins en français que vous pouvez trouver aisément. Et globalement, le résultat est assez simple, mais assez négatif pour nous, la transition énergétique. C'est qu'à chaque fois qu'une source d'énergie supplémentaire a été disponible, en fait, elle s'est ajoutée aux autres. Et elle ne s'est pas substituée. Donc nous n'avons jamais eu ça. Aucunement. À chaque fois, si on a une prise sur 10 000 ans, on a ajouté des niveaux d'énergie et des sources d'énergie différentes. Et globalement, les sources d'énergie de la session passée, de la séance passée, de la période passée, n'ont pas disparu. Et vous pouvez le voir, notamment avec le charbon. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement en tête. Nous, dans notre imaginaire, le charbon, c'est le passé. C'est révolu, ça n'existe plus. En tout cas, en France, beaucoup de gens s'imaginent que le charbon est effectivement une énergie du siècle passé. Mais vous prenez toutes les courbes d'évolution de la production énergétique à l'échelle mondiale, on n'a jamais autant consommé de charbon qu'aujourd'hui. Et donc, on n'en a jamais autant extrait. Et quand on regarde du coup comment évoluent aujourd'hui les énergies renouvelables, qui se développent et qui croissent relativement vite, y compris dans certains pays, mais sur une base qui est très petite. Donc quand vous augmentez de 10% quelque chose qui est extrêmement limité à la base, ben, vous avez simplement peu plus 10%. Ces énergies renouvelables, aujourd'hui, globalement, elles ne se substituent pas à des énergies existantes. Elles s'ajoutent. Et ça, on le voit dans le mix énergétique mondial depuis 10 ans, en gros depuis l'essor du début des énergies renouvelables telles qu'on l'entend aujourd'hui. On a par ailleurs une augmentation de la production de pétrole, on n'en a jamais extrait autant qu'en 2018. Et on est parti sur des augmentations encore en 2019. On est à plus de 100 millions de barils jour produits et consommés à l'échelle mondiale. Et il y a 20 ans, il y a toute une série de spécialistes qui interviennent encore dans certains médias qui disaient de toute façon on ne pourra jamais dépasser les 85 ou 86 milliards de barils jour à l'échelle internationale. On est 20% plus haut. Pareil sur le gaz et pareil sur le charbon. Donc les énergies renouvelables ne viennent pas se substituer à ça. Elles viennent s'additionner. Donc ça, il faut qu'on l'ait en tête également pour appréhender la situation dans laquelle nous sommes. Je ferme mon incise sur l'histoire et maintenant, comment fait-on pour justement essayer de démentir cette logique historique de très long terme où on a simplement additionné des sources d'énergie les unes aux autres et l'histoire récente qui veut qu'on investit aujourd'hui encore plus dans les énergies fossiles qu'avant les accords de Paris de 2015. Est-ce qu'il est possible d'inverser cette logique-là? De mon point de vue, oui, il est possible d'inverser cette tendance, mais ça suppose d'arrêter de jouer simplement sur des sujets, sur des leviers qui nécessairement resteront marginaux, resteront limités
et auront peu d'effet sur les grandes masses qu'on observe ici. Et je vais vous donner quelques exemples de choses qu'il faudrait faire et qui sont, de mon point de vue, quelques-uns des verrous qu'il faut déverrouiller, ouvrir, pour enfin pouvoir s'autoriser à déclencher la transition énergétique. Donc c'est ce que j'explique dans mon bouquin. Le bouquin, c'est Manifeste pour la transition. Il y a 10 étapes. Et les 3 premières étapes, c'est le principe des 3D. Pour déclencher la transition, il faut d'abord la déverrouiller et il faut la déminer. La déverrouiller parce qu'il y a des verrous extrêmement sérieux aujourd'hui qui empêchent qu'on ait une véritable transition énergétique. Et la déminer parce qu'il y a un certain nombre de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, dont la taxe carbone est un de ces pièges. Je vais essayer de faire vite, mais je vais essayer, sur les verrous, il y en a au moins 2 qui me paraissent très très importants. Le premier de ces verrous, c'est l'interconnexion extrêmement forte du système financier avec le système énergétique dans lequel nous vivons. Raisonnons par l'absurde. Si Total, au lendemain de la COP21, au lendemain de l'accord de Paris, était venu devant ses actionnaires en disant « Écoutez, nous avons bien compris le sens de l'accord de Paris, il faut rester à 1,5 degré ou 2 degrés. Ceci implique de laisser au moins 80% des réserves d'énergie fossile dans le sol. Donc nous prenons notre part. Nous avions un stock de réserves d'énergie fossile. Nous avons décidé d'en geler 80% de l'exploitation, de ne pas exploiter 80% de ces stocks-là. La valeur boursière de Total, du jour au lendemain, même pas du jour au lendemain, de la minute à la suivante, perd 40, 50, 60% sur les marchés boursiers. Et ceci, ce n'est pas simplement moi qui fais un pronostic. C'est-à-dire que dans l'histoire récente, nous avons eu des cas de multinationales pétrolières de ce type, pas Total en l'occurrence, mais notamment Shell, qui avaient, et BP, qui avaient un petit peu exagéré les réserves qu'ils avaient annoncées devant leurs actionnaires. Et un jour, confrontés à un principe de réalité, ils ont dû leur dire « Bon, bah, écoutez, on avait un peu exagéré, il y en avait un peu de 20% de trop. » Hop, valorisation boursière a perdu 10%, du jour au lendemain. Parce que qu'est-ce que vous dites à vos actionnaires? Et qu'est-ce que vous dites aux marchés financiers qui vous financent? Vous ne leur dites pas simplement ce que vous avez produit l'année passée. Il faut leur donner des garanties sur ce que vous allez produire les années futures. Et si vous leur dites, ben, demain, je ne produis plus ce que j'ai produit cette année, mais j'en produis 20% de moins. Et dans 10 ans, 80% de moins. Ben, tous les gens se retirent au plus vite. Et donc, du coup, vous générez, effectivement, un choc boursier extrêmement fort. Et raisonnons par l'absurde, à une échelle supplémentaire, imaginons que toutes les entreprises pétrolières, gazières et charbonnières aient pris cette même décision au lendemain de la COP21, c'est un krach financier général à l'échelle internationale. De ceci doit découler une exigence qui est celle de définanciariser le secteur de l'énergie. Parce que finalement, aujourd'hui, la politique énergétique, c'est moins nos ministères qui les mènent que le PDG de Total et ses collègues des autres multinationales du pétrole, du charbon et du gaz. Et donc ça, c'est une réalité que nous devons également avoir en tête. Alors, définanciariser le secteur de l'énergie, je ne vais pas m'étendre, mais on a différentes options, différentes pistes sur la table, des choses qui ont été proposées, qui ne sont pas mises en œuvre, et qui relèvent à la fois de mesures, on va dire, internes au secteur, pour réguler la finance de l'intérieur, des choses qui viendraient réguler la finance de l'extérieur, et après des mobilisations qui visent à faire cela. Nous avons une mobilisation citoyenne internationale extrêmement importante, qui s'appelle le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles, et qui consiste à dire plus un euro ne doit aller au financement de ces énergies fossiles, et nous invitons les collectivités territoriales, les États, les universités, tous les gens qui ont aujourd'hui la capacité de retirer leurs investissements, de les placer ailleurs que dans un secteur qui finance la destruction de la planète. Et ce mouvement nous vient notamment des étudiants nord-américains qui, à un moment donné, sont allés voir leur chef d'université. Alors, les universités fonctionnent un peu différemment que celles en France, pas financées de la même manière, en leur disant que vous n'avez pas le droit, sur un point de vue moral, de financer notre avenir, nos études, en détruisant notre avenir, en plaçant l'argent que vous avez pour financer l'université sur des marchés et sur un secteur qui concourt à détruire notre avenir.
Et ils ont gagné toute une série de batailles. Alors ce mouvement seul de désinvestissement ne va pas changer la donne. Par contre, il permet d'interpeller les pouvoirs publics et de leur dire c'est possible. Et c'est possible de prendre d'accélérer ce processus de désinvestissement. Et à l'échelle française, nous aurions beaucoup à faire. La Caisse des dépôts et consignations, bras public du financement de l'État, enfin, l'un des bras publics du financement par l'État public, continue à avoir toute une série de placements qui concourent à accélérer le réchauffement climatique et qui financent des entreprises qui sont aujourd'hui problématiques de ce point de vue-là. Nous avons une campagne, Attaque et 350.org, notre organisation, pour notamment exiger qu'il n'y ait plus un seul euro collecté à travers le livret de développement durable, dont certains d'entre vous sont peut-être dépositaires, on est 21 millions en France. Et également, par extension, le livret A, plus un euro d'épargne populaire ne doit être collecté par les banques privées ou par la Caisse des dépôts et consignations et aller au financement des énergies fossiles. Et si nous faisions déjà cela, nous aurions des leviers d'investissement dans les énergies renouvelables, des leviers d'investissement dans la transition énergétique qui seraient bien plus importants que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Ça, c'est pour la finance. Un autre sujet qui me tient à cœur, c'est la question du commerce international. Parce que là aussi, on nous laisse penser que finalement, opérant la transition énergétique sur nos territoires, développement des centrales photovoltaïques, développement des énergies renouvelables, organisant la sobriété énergétique sur les territoires, il n'y a pas de problème, tout est possible, et finalement, c'est ainsi que ça va se passer. Vous m'avez déjà entendu utiliser, certains d'entre vous, je suis sûr, cet exemple-là, mais il est assez révélateur de la situation dans laquelle nous sommes à l'échelle internationale sur ces questions. Une province du Canada, qui s'appelle l'Ontario, a décidé de fermer ses centrales au charbon, pas uniquement pour des questions climatiques, enfin, c'est compliqué, c'est pas une province exemplaire, c'est pas les écolos nec plus ultra géniaux que la planète n'a jamais connus. C'est simplement, à un moment donné, une décision d'une province canadienne de dire nous allons fermer nos centrales à charbon et nous allons développer les énergies renouvelables pour alimenter notre système électrique. Et ils ont eu le même problème auquel on est confronté en France sur les quelques centrales à charbon qui nous restent, mais finalement, à chaque fois qu'on dit qu'on veut fermer un secteur ou le réduire, c'est comment on gère la question sociale. Comment on gère le fait qu'il y a des gens qui bossent là-dedans, et qu'on ne peut pas dire simplement à la population, ben on ferme ce secteur-là, et puis vous deviendrez ce que vous deviendrez, on s'en fout, et puis non. Donc ils ont essayé de mettre en place un dispositif qui visait à dire à la population, ok, on va fermer un secteur, mais on va essayer quand même de s'assurer qu'à travers le développement des énergies renouvelables, il y ait de l'emploi qui soit développé sur le territoire, et qu'on ne fasse pas simplement qu'importer des cellules photovoltaïques ou des éoliennes qui viennent de l'extérieur. Et ils ont institué un tarif de rachat préférentiel de l'électricité pour les entreprises qui développent le photovoltaïque ou l'éolien, et ce tarif n'est valable qu'à condition qu'elles utilisent, si ce n'est une majorité, au moins 50% de population locale et une quantité importante de matériaux locaux. En gros, c'est juste pour dire, voilà, bon, on fait la transition, mais on va essayer de développer et soutenir notre filière locale. Ça va créer des emplois et on va créer une économie. Donc, à terme, la province ne sera pas perdante. Mais quand vous faites ça, vous n'avez pas le droit. Parce que vous, en fait, donnez un privilège à des entreprises locales. Et les multinationales de l'énergie sont défavorisées. Parce qu'une multinationale énergétique européenne ou japonaise a plus de difficultés à se positionner sur ces marchés locaux. Parce qu'il leur est plus difficile d'avoir une majorité de salariés locaux, quand elles ne sont pas présentes déjà sur place, et d'avoir une majorité d'éléments fabriqués sur le territoire concerné. Elles vont importer des cellules photovoltaïques comme elles ont l'habitude de le faire. Et donc ces multinationales-là ont alerté les gouvernements japonais et européens, qui ont porté l'affaire devant ce qu'on appelle l'organisme des règlements des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Donc en 1994, on a créé une organisation mondiale du commerce pour essayer de réguler la globalisation et le commerce international.
Et on a créé ce qu'on appelle un organisme des règlements des différends. Quand il y a un problème entre deux États, qu'ils puissent se parler et trouver une solution. Et au sein de cet organisme des règlements des différends, le Japon et l'Union européenne ont été considérés comme ayant raison et étant légitimes dans les poursuites engagées contre le Canada et sa province de l'Ontario. Résultat, le dispositif de la province de l'Ontario avait créé 20 000 emplois, il a dû être supprimé et ne plus donner d'avantages à des entreprises locales. Et des exemples de ce type, on en a plein. Et c'est la réalité aujourd'hui de ce commerce international. Et plus que le commerce, c'est la réalité, en fait, des règles qui organisent le commerce international, qui organisent les investissements à l'étranger. Vous ne pouvez pas privilégier des entreprises locales au détriment des entreprises internationales. Ce qui est un petit handicap si vous voulez organiser une transition écologique, transition énergétique, tout en relocalisant les activités sur le territoire sur lequel vous êtes impliqué. Je prends juste une seconde pour boire. Donc ça, c'est le constat d'ensemble au niveau général. Donc après ça, en général, tout le monde dit, bon, c'est bien, transition énergétique, on restera aux marges, et en gros, on ne peut rien faire de bien plus important que ce qui existe déjà, et on est très mal embarqué. Et oui, on est assez mal embarqué. Mais c'est ces éléments-là qui expliquent pourquoi on est 4 ans après la COP21 à des niveaux de non-transformation que j'expliquais au début. Donc ça, c'est à un moment donné des verrous qu'il va falloir lever. Et donc d'une certaine manière, c'est aussi un appel à toutes celles et ceux qui essayent de développer la transition énergétique sur leur terrain, là où ils peuvent faire des choses, de ne jamais oublier ces éléments-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que nous faisons sur le terrain, ça doit aussi contribuer à inverser ce rapport de force au niveau national, international, pour qu'il y ait des règles bien plus avenantes, encourageantes, pour développer la transition énergétique. Et je ne suis pas en train d'opposer les deux. Je ne suis pas en train de dire ce que vous faites au niveau local, ça n'a aucun intérêt. Je suis justement en train de dire que ce que nous faisons au niveau local, si nous ne limitons à simplement notre propre territoire, eh bien ça a un inconvénient de ne pas jouer sur ces grandes masses. Et quand on ne joue pas sur les grandes masses, eh bien on a un souci, à la fin, ça ne se voit pas. Et si ça ne se voit pas, ça ne change pas la réalité dans laquelle nous sommes, qui est une réalité de surconsommation d'énergie fossile, ou en France fissile également, et un sous-développement, un sous-déploiement des énergies renouvelables et une transition énergétique insuffisamment mise en œuvre. À ce stade, peut-être dire un mot des pièges à éviter. Et on va revenir sur la question de la taxe carbone, de la fiscalité carbone. Parce que pour toute une série d'économistes et toute une série d'institutions internationales, et ça a été répété, construit, développé avec des dizaines et des dizaines d'articles d'économistes, de rapports d'institutions internationales, d'événements au sein des négociations climatiques internationales, c'est en gros de dire, mais la question de la transition énergétique, c'est pas compliqué. C'est une question de prix. C'est parce qu'aujourd'hui, les énergies fossiles sont moins chères que les énergies renouvelables. Et donc, qu'il suffit de renchérir les énergies fossiles, d'introduire une taxe carbone, de donner un prix au carbone, et lorsque vous aurez donné un prix au carbone, eh bien, naturellement, par la voie du marché, ou des marchés, parce que les consommateurs sont rationnels, ils vont transformer leur comportement. Parce que les investisseurs sont rationnels, ils vont transformer leur choix d'investissement et ils vont donner un avantage préférentiel aux investissements dans la transition énergétique, dans la sobriété énergétique, dans les énergies renouvelables. Et ça, c'est une fable. C'est une fable sociale, c'est une fable politique, et c'est une fable, en fait, également énergétique ou de transition. C'est une fable sociale, parce que ceci, à un moment donné, revient à dire que chacun d'entre nous a la capacité de transformer ses comportements du jour au lendemain, et qu'on n'est pas contraint par le système énergétique dans lequel nous vivons.
je ne vais pas m'étendre là-dessus, on vient de le voir avec le mouvement des Gilets jaunes, à un moment donné, c'est pas possible. À un moment donné, vous ne pouvez pas dire à des gens, réduisez votre consommation, parce que nous allons simplement augmenter le prix, et vous vous démerdez. Il y a des études d'économistes qui montrent que pour avoir une réduction de 10 à 30% de la consommation de carburant à court terme, il faudrait doubler le prix des carburants. On n'est plus sur quelques centimes, comme c'était prévu là l'augmentation de taxe carbone. On est sur doubler le prix des carburants, pour avoir simplement une réduction de 10 à 30% à court terme. Parce que oui, ça c'est la réalité. C'est-à-dire que quand vous avez des consommations contraintes à court terme, c'est-à-dire que vous et moi ne sommes pas en mesure, pris globalement, chacun d'entre nous peut-être, on peut faire des choses, mais pris globalement sur la masse de la population, à court terme, notre consommation d'énergie est extrêmement contrainte. On peut individuellement investir dans la rénovation de son bâtiment, de sa maison, essayer de moins utiliser sa bagnole et tout ça. Mais on est quand même extrêmement contraint. Et ça, on le sait pour les économistes, quand vous augmentez le prix d'une consommation contrainte, vous ne faites pas nécessairement diminuer le niveau de consommation. Le signal prix, ça marche quand vous avez la possibilité de substituer ce dont le prix augmente à quelque chose dont le prix n'augmente pas. Et on le voit y compris sur le secteur des transports. On a renchéri là le prix du gazole, moins celui de l'essence. L'effet, il est direct dans les achats de bagnoles. Les gens ont beaucoup moins acheté de gazole et ont beaucoup plus acheté d'essence. Mais ils ont acheté des essences. Parce que l'essentiel d'entre nous, on s'en fout en fait de rouler avec du gazole ou de l'essence. Ce dont on veut, c'est un moyen de locomotion pour amener nos gamins aux activités, pour aller bosser et pour pouvoir nous déplacer. Et donc du coup, là, la substitution, elle est possible. On peut passer de l'un à l'autre assez rapidement. Et sur tous les biens, on voit ça assez facilement. Quand la substitution est possible, vous pouvez effectivement agir sur les prix pour faire ce basculement-là. Mais quand la substitution est impossible, ou difficile à court terme, et qu'en gros c'est bagnole ou on ne sait pas trop, chaudière au fioul ou rénovation de votre maison à 200 000 €, j'exagère sur toute la rénovation de la baraque, je l'ai fait moi-même, il n'y a pas de souci. On peut en discuter après. Mais pris globalement pour l'ensemble de la population, c'est quand même une réalité qui frappe. Et bien là, vous n'avez plus de substitution à court terme possible. Alors les économistes nous répondent, oui, oui, d'accord, peut-être, mais à long terme, ça marche. Ah, effectivement, les mêmes études montrent qu'à long terme, c'est-à-dire à 10, 20 ans, 30 ans, si vous augmentez le prix des carburants, là, effectivement, à long terme, on a une décroissance extrêmement forte du prix des carburants. Ouais, sauf que, moi je sais pas vous, moi je sais pas enjamber le présent. Et les politiques, non plus, globalement, on ne sait pas trop faire. C'est quand même le présent dans lequel on est, et le court terme qui fait que les choses peuvent se passer ou mal se passer. Donc tout ça pour dire que la fiscalité carbone qui est présentée, et par exemple, le prix Nobel français d'économie dit, la question climatique, c'est pas compliqué, c'est qu'une question de prix, il faut juste enchérir le prix des énergies fossiles, mettre un prix au carbone, et tout est réglé du jour au lendemain. C'est une vision désocialisée de la réalité dans laquelle nous vivons, qui ne tient pas compte des sous-bassements énergétiques qui sont extrêmement mêlés à la façon dont nous vivons, qu'on ne transforme pas des choix énergétiques qui ont été faits de façon aussi simple que par simplement les arbitrages de marché, parce que tout ça est extrêmement lié à notre mode de vie. Et donc du coup que les leviers à actionner doivent être bien plus importants. Par exemple, une des mesures qu'on préconise, c'est peut-être moins d'agir sur la consommation des ménages que d'agir sur la production. Et de dire par exemple aujourd'hui une entreprise comme Total, mais c'est le vrai de l'ensemble des autres multinationales les plus polluantes en France et en Europe, globalement, ne paie pas de taxe carbone. Vous payez 44,60 € de taxe carbone chaque fois que vous allez à la pompe à essence ou chaque fois que vous remplissez votre cuve de fioul. Elles ne paient quasiment rien. Parce qu'elles sont soumises, leurs sites industriels les plus polluants en Europe,
sont soumises au marché carbone européen. Et le plus souvent, elles ne payent pas de taxe carbone, elles ne payent pas la tonne de carbone, on leur a donné gratuitement, et quand elles paient 3 à 6 fois moins cher que ce que nous payons. Proposition simple, justice sociale, de bon sens, basculons les hausses qui étaient prévues sur ces secteurs industriels-là, et faisons en sorte qu'à minima, Total paye autant que nous, et pas moins. Que la raffinerie de Feyzin, elle paye autant que nous, chaque fois qu'elle émet une tonne de carbone, et pas moins que nous. Voilà, ça c'est une proposition qui pourrait, si elle était rendue effective rapidement, débloquer 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, c'est ce qui était attendu avec l'augmentation du prix des carburants. 4 milliards d'euros, c'est ce qui serait disponible quasiment immédiatement pour financer de la rénovation de bâtiments à plus grande échelle, pour financer de la mobilité soutenable, et non plus dépendre les uns et les autres de nos bagnoles. Voilà, donc on a des leviers différents qui peuvent être actionnés, y compris simplement du point de vue de la taxe carbone, simplement en changeant l'assiette de la taxe carbone, vous pouvez avoir des effets tout aussi intéressants, y compris en termes de produit de la taxe, qu'en termes de ce que vous frappez. Et par ailleurs, en faisant cela, vous ne touchez pas simplement la consommation ou les carburants, la consommation des carburants, vous pouvez toucher le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, Lafarge et l'ensemble des cimenteries en France paient quasiment aucune taxe carbone lorsqu'elles produisent du ciment, qui est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Si vous faites ce que j'ai proposé, vous allez renchérir le ciment. Et là, nous avons des effets de substitution intéressants. Parce que les matériaux biosourcés, par exemple, pour la construction, pourront se retrouver non plus 10, 15, 20% plus chers pour un certain nombre d'entre eux que le béton ou que le ciment. Bon, certains sont plus chers encore que cela. Mais en tout cas, vous allez rééquilibrer l'échelle de prix. Et donc rendre une substitution possible entre du béton ou des matériaux biosourcés. Et donc faciliter la construction de maisons neuves en bois, paille et je ne sais quoi, plutôt que en béton. Et ça, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui vont nécessairement se réduire. C'est une action de long terme, c'est-à-dire que ça ne va pas avoir des effets majeurs à court terme, mais à long terme, si nous étions en mesure de réduire extrêmement fortement la production de béton, on irait dans le bon sens. Et ensuite, à un moment donné, il y a d'autres leviers qui sont à développer, et qui sont des leviers qui n'interviennent pas simplement par les prix, par les taxes, mais qui interviennent par les normes, par les réglementations et par les décisions politiques. Quand on autorise Total à aller forer au large de la Guyane de nouveaux puits, ben c'est une autorisation qui pourrait plus être empêchée. Quand on ne délivre aucune autorisation de travaux nouvelle pour la construction de champs d'éolien depuis plus d'1 an, c'est pas simplement parce qu'il y a un manque de projets sur le territoire. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un gouvernement qui a décidé, pour X raisons, de retarder le développement d'éoliennes sur le territoire. Et donc là, il y a toute une série de choses qui pourraient être mises en œuvre et qui le sont pas aujourd'hui. Je dois être au bout de mon temps. Ah oui, largement. Non. Donc on le voit là, avec quelques exemples, qu'on est en mesure, avec toute une série d'actions politiques différentes de celles qui sont menées aujourd'hui, y compris en matière de finances, y compris en matière de commerce international, de pouvoir avoir à la fois des verrous qui se lèvent et des propositions de législation, d'intervention réglementaire ou même fiscale, qui soient de nature à faciliter le déclenchement de cette transition. Et maintenant, j'aimerais conclure sur l'articulation de ce qui se passe sur nos territoires avec ces grands enjeux-là. Parce que, effectivement, ce qui peut m'être rétorqué assez aisément, c'est vous parler de grands ensembles, de grandes données macro, mais ceci peut générer plus de sidération, de sentiment d'incapacité à agir, qu'autre chose. C'est-à-dire que ça peut en gros démoraliser tout le monde,
et se dire bah, finalement tout est plié, tout est joué, et on n'a pas de levier. Et on n'a pas de capacité à agir et à changer la donne et l'issue de l'histoire de la transition énergétique. Et c'est là que je veux en revenir sur ce qui se passe sur le terrain. Parce que ça, c'est une donnée fondamentale qui a changé depuis 10 ans ou 15 ans. En tout cas dans notre pays. C'est que le nombre de gens qui s'impliquent dans des projets de développement des énergies renouvelables est en croissance extrêmement forte. Le nombre de projets citoyens également est en croissance forte. Le nombre de gens qui essayent de faire attention à leur propre consommation ne cesse de s'accroître. Le nombre de gens qui essayent de changer leurs habitudes de consommation, y compris leurs habitudes d'investissement quand ils rénovent une baraque ou quand ils en achètent une, ça aussi c'est extrêmement plus important qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Et ça c'est l'élément majeur qui a changé par rapport à la situation par exemple de 2000 ou 2005. En 15 ans, l'implication citoyenne dans la transition énergétique, et plus largement dans la transition écologique, s'est très très largement développée. Et ceci est absolument crucial, même si ça ne se voit pas dans les grandes masses. C'est absolument crucial parce que ça permet au moins 3 choses. La première, ça nous aide à vivre mieux nous. Moi je le sais, personnellement, j'ai rénové une baraque et j'étais plus content, enfin mieux dans ma vie, c'était plus sympa pour moi de la rénover avec de la paille et des matériaux biosourcés que de la rénover avec des matériaux qui ne le sont pas. Donc déjà, ça nous permet de vivre mieux nous. Et c'est pas anecdotique, dans le monde dans lequel on vit, de se faire du bien et après, c'est pas aisé et c'est pas ouvert à tout le monde. C'est des choses compliquées sur lesquelles je ne vais pas revenir. La deuxième chose, pourquoi c'est important, c'est que ça préfigure demain. Parce que souvent, quand on voit cette situation-là, finalement, le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas de porte de sortie. Et non, ce que permettent toutes les alternatives, tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous faisons au niveau individuel ou au niveau collectif avec des alternatives citoyennes, avec des centrales villageoises. Moi, on est impliqué dans une dans le massif du Pilat, sur la commune D, qui est une des premières et pionnières à l'échelle française. Ça permet de voir et de tester des choses. Et donc c'est très important parce que ça permet de dire aux gens, regardez, on peut faire différemment. Et quand on est enserré finalement dans ce système-là, avoir des choses qui nous permettent de dire, mais non, regardez, on peut faire différemment que ce qui existe, c'est une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène, et ça nous donne la possibilité de nous projeter dans le futur. Et ça également, c'est très important parce que, grosso modo, depuis 30 ans, on nous explique qu'il n'y a pas d'alternative. Ce qui existe est la seule option possible. Ce que nous montrons avec nos alternatives territoriales, avec nos alternatives individuelles, c'est que s'il y a des alternatives possibles, elles sont difficiles à mettre en œuvre, elles sont empêchées, elles ne sont pas encouragées nécessairement par les pouvoirs publics, elles ne sont pas faciles à développer, mais elles existent. Et donc ça, c'est très très important de faire ça. Et le troisième élément, c'est que généralement, ces projets ne sont pas que des projets individuels, notamment là, pour me limiter au secteur de la transition énergétique, les centrales photovoltaïques villageoises ou éoliennes et tout cela, mais qu'elles permettent de se redonner de la force collective. C'est que quand on s'implique dans un projet collectif de ce type-là, eh bien, on sent qu'on a la capacité de peser plus fortement qu'à notre seule échelle individuelle. Et parfois, à travers des projets de ce type-là, on embarque y compris des collectivités ou d'autres organismes, des sociétés d'économie mixte ou d'autres, qui, à la base, n'étaient pas nécessairement très volontaristes, ou qui étaient dubitatives, attentistes, et qui, parce qu'il se passe quelque chose sur le territoire, vont dire « Ok, banco, j'y vais aussi ». Et ça peut marcher à rebours. C'est-à-dire qu'on peut avoir, à un moment donné, une collectivité territoriale, parce qu'un maire a plein d'idées intéressantes, on en a quelques-uns en France, et qui va faire bouger une grande partie de sa population autour de ces idées-là. Et en plus de donner l'exemple de ce que ça pourrait être, ça embarque une partie de la population dans un projet qui nous dépasse individuellement. Et ça, du coup, ça nous donne de la force collective. Et dans cette période-là, pareil, vivre mieux soi-même,
essayer d'améliorer notre quotidien et de préfigurer le futur, mais se sentir doté d'une force collective plus importante que celle que nous avons pris individuellement, c'est absolument pas anecdotique, et au contraire, c'est quelque chose à valoriser de manière extrêmement forte. Maintenant, le pendant de cela. Le pendant de cela, c'est... Non, la conclusion de cela, c'est à fond, développons les alternatives individuelles, essayons de rénover un maximum de baraques et de maisons, ou de développer le photovoltaïque et l'éolien partout où nous le pouvons, dans nos capacités individuelles ou collectives. Développons la transition énergétique, changeons nos modes de consommation, changeons nos modes de production, essayons de faire tout ce que nous sommes en mesure de faire, mais par pitié, et c'est la seule chose que je vais essayer de dire aujourd'hui, c'est de ne jamais oublier ce que les anglophones appellent la big picture, c'est qu'on a une réalité globale quand même qui s'impose à nous, et cette réalité globale, elle ne sera pas simplement transformée par la juxtaposition et l'addition de nos propres initiatives individuelles et collectives au niveau local qui sont absolument essentielles, et qu'à un moment donné, ces alternatives que nous menons au niveau local doivent contribuer à transformer le rapport de force de diverses manières pour qu'on embarque bien plus de monde et qu'on facilite la transition énergétique. Je n'ai pas d'exemple précis sur la transition énergétique, mais j'en ai un sur le secteur agricole et le bio local dans les cantines et la restauration collective. On est confronté aux mêmes logiques, les mêmes problèmes au niveau financier, du commerce international et tout cela, à travers la passation des marchés publics. Des collectivités ont réussi à faire du bio local dans toute leur restauration collective. C'est la croix et la bannière, c'est extrêmement difficile. C'est pas simple, parce que la passation de marché public n'est pas quelque chose qui se fait comme ça d'un claquement de doigts. J'ai eu l'occasion de discuter avec un élu de la communauté d'agglo de Grenoble, ou de la ville de Grenoble, je ne sais plus, qui me disait, alors je ne sais pas si ça a été vérifié depuis, que pour instaurer le maximum de bio et de local dans leur restauration collective, notamment tournée vers les gamins, eh bien, ils allaient imposer dans leur marché public que les gamins aient la possibilité de visiter l'entreprise qui produit le yaourt bio. C'est incroyable, c'est exceptionnel, parce qu'effectivement, l'entreprise de Normandie ou l'entreprise de l'autre bout du monde ne pourra pas candidater. Personne n'affrètera un TGV pour la Normandie ou un jumbo je ne sais pas quoi pour traverser la planète. Mais rendez-vous compte, c'est un petit peu exagéré comme petite chose qu'il faut travailler dans les interstices du système tel qu'il existe. Parce que ça c'est possible, peut-être parce qu'il y a une mairie qui se pose des questions et qui à un moment donné essaye de changer des choses. Je ne discute pas de la globalité de la politique de la mairie de Grenoble, ce n'est pas ça l'objet. Mais à un moment donné, si on veut qu'on n'ait pas simplement 4, 10, 20, 30 communes qui fassent cela, mais qu'on en ait 36 000 ou 20 000, celles qui ont de la restauration collective, ben, il faut à la fois encourager Grenoble et toutes les communes qui veulent le faire à faire ça, mais en montrant le caractère obscène de cette obligation-là, enfin du passage par lequel il faut passer pour obtenir du bio et du local dans les cantines scolaires, pour transformer les règles d'organisation des marchés publics. Et bien ça, c'est valable pour la restauration collective, mais ce principe-là, c'est aussi valable sur la transition énergétique. Développons tout ce que nous pouvons faire au niveau local, mais encourageons également, articulons nos alternatives à des batailles qui nous permettent de transformer les régulations et les décisions qui sont prises au niveau national, européen et international. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.